Salut à tous, vous écoutez MCU Talk, le podcast de Marvel Planet où on parle de cinéma et de télé. Avengers, X-Men, Defenders, pas de jaloux. Avec Basile, on a sorti les Plays et le chocolat chaud pour affronter le froid, le Ragnarok qui a enregistré l'épisode 15. Salut Basile, comment vas-tu ? Eh bien, salut Paula, ça va toujours très bien et je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et on commence tout de suite. Vous connaissez la formule et on commence tout de suite avec les news télé. Et on va s'intéresser à une news de Disney. En août dernier, on a appris que Disney allait se lancer dans le streaming. Donc au début, ça va surtout concerner le sport, mais ça pourrait aussi en fait concerner toutes les productions de Disney. Parce qu'on sait que notamment les films Marvel vont quitter Netflix pour aller sur cette plateforme de streaming qui est attendue pour 2019. Mais quid des séries que produit à l'heure actuelle Disney, notamment en partenariat avec Netflix. Et ben, en tout cas, les séries Netflix sont, on va dire, mis en pause parce que c'est la saison 2 de Jessica Jones qui est finie, on a le tournage de la saison 2 de Luke Cage qui est en cours, le tournage de la saison 3 de Daredevil qui a commencé et Iron Fist qui devrait commencer en décembre. Mais il n'y a pas de projet au-delà, il n'y a pas de saison 2 de Defenders qui a été annoncé. Donc peut-être qu'à partir de 2019, toutes les séries devraient aller sur la plateforme de streaming et notamment quid de New Warrior, parce que New Warrior qui était un projet attendu sur Freeform, le casting avait été annoncé, donc vraiment la phase de pré-production était bien enclenchée et il s'avère que Freeform n'a plus de disponibilité pour New Warriors, donc ne peut plus diffuser New Warrior, et peut-être que d'une certaine manière c'est Disney qui décide de mettre en pause New Warrior pour que ça aille sur la plateforme de streaming en 2019. Mais est-ce que les acteurs sont toujours disponibles parce que on est en 2017 et c'est pas avant fin 2019. On n'en sait pas plus, c'est vraiment tout ça, c'est vraiment des spéculations, mais dès qu'on a des news, on vous en parle. Et puisqu'on parle de plateforme de streaming, on commence tout de suite avec les productions Netflix. On a la confirmation que Vincent D'Onofrio sera bien dans la saison 3 de Daredevil. C'est une bonne nouvelle, mais c'est surtout une surprise parce que sa présence dans la saison 2 n'avait pas du tout été annoncée, on l'avait appris en le voyant à l'écran. Eric Olson, qui est le showrunner de la série The Man in the High Castle, que vous avez peut-être vu, une très bonne adaptation du roman de Philip K. Dick, sera donc le showrunner de la saison 3. Il passe après Steven S. D. Knight qui avait fait la saison 1 et les duos Doug Petrie et Marco Ramirez qui avaient fait Daredevil saison 2 et Defenders saison 1. On sait que le tournage vient de commencer. C'est tout du côté de Netflix, on passe sans transition à Agents of S.H.I.E.L.D. La saison 5 sera de nouveau coupée en arcs, c'est un bon point, c'est ce qu'on avait apprécié dans la saison d'avant. Ça a été confirmé par Jeff Lubb et le premier arc se fera en 10 épisodes. Donc on a à peu près, on va avoir 2 arcs dans la saison à peu près. Des nouveaux personnages ont été annoncés. Il y a un personnage qui s'appelle Dicky qui sera joué par Jeff Ward. Vous avez peut-être vu dans Les Griffes de Charles Manson. Dicky est un survivant à un charognard. C'est le genre de gars qui peut procurer aux gens ce dont il a besoin, mais il fixe ses conditions. Avec son esprit vif, il est à la fois un véritable atout dans les situations difficiles, mais il n'est pas toujours digne de confiance. Autre personnage, nous avons Tess qui est jouée par Eve Arlo, que vous avez peut-être vu dans Heroes Reborn. Tess est pleine de ressources, elle s'efforce à être autonome même dans les circonstances désespérées. Elle a conservé ses espoirs en un avenir meilleur pour elle-même comme pour ses proches. Elle est la preuve vivante que même dans le pire des cas, les bonnes personnes se battront encore pour les autres. Nous avons également le personnage de Flint qui sera joué par Coy Stewart, que vous avez peut-être vu dans Devil's Whisper. Flint est un jeune homme qui a été forcé de grandir rapidement dans un environnement difficile, mais il n'a pas perdu son désir de faire quelque chose de lui-même. Quand il croise le chemin de l'équipe de Coulson, il y voit l'occasion de prouver qu'il est capable de faire de grandes choses.
Flynn est un personnage inspiré des comics. Il a été créé par Charles Soule et Joe Mardua dans Inhuman 3 en 2014. Dernier personnage annoncé, il y a également Grill sera joué par Pruitt Taylor Vince, que vous avez peut-être vu dans le film Constantine. Il jouait le prêtre alcoolique. Grill est un maître d'ouvrage bourru, dominant ceux qui sont sous son commandement avec un tempérament impitoyable. Il ne se fait aucune illusion sur le monde dans lequel il vit, et cela fait de lui un homme qui ne se laisse pas facilement berner ou croiser. Ces annonces de 4 personnages nous permettent quand même d'espérer un peu de renouvellement dans la série Agents of S.H.I.E.L.D., et on peut supposer qu'ils auront une certaine importance pour que ABC ait pris la peine de les annoncer. Il est bon à noter également que Nick Blood, l'interprète de Lance Hunter, sera aussi de retour dans cette saison 5. L'autre projet ABC de Marvel Télévision était Les Inhumains. C'est fini! Ça y est, on a fini les 8 épisodes! C'était de la merde! Moi, j'ai pas dépassé 3, c'était trop dur. T'as pas dépassé 3, ben je pense que t'as vu les 3 meilleurs, à peu de choses près. Non, le gros problème de Inhumains, c'est que ça a manqué d'envergure, ça a vraiment manqué de budget. Et là, ça s'est vu. Attilan, c'était moche, il y avait 3 décors pour Attilan, et après, quand ils sont sur Terre, il y a 3 décors aussi. La maison de Louise et la jungle. C'est vraiment, ça se limite à ça, et pour une série en 8 épisodes, on a vu ce que les gens étaient capables, mais Inhumains en est très très loin. Donc ça a été vraiment très pénible. Et je suis pas la seule à le penser parce que les audiences n'ont pas été très bonnes, même si sur les... donc en gros, ça a fait du premier jusqu'au 6e, ça a fait une chute. Et après, sur les 2 derniers, ça a un peu repris, ou les 3 derniers. Enfin, mais c'est vraiment en deçà de ce qu'a l'habitude de faire ABC sur cette tranche horaire, sur ce format-là. Donc vraiment, ça n'a pas été bien. Et d'ailleurs, Rick Gelfond, le CEO de IMAX, a été le seul un peu à expliquer et à affirmer et à comprendre que oui, il y avait un problème avec la série, notamment sur la partie IMAX, parce qu'on sait que les projections IMAX au cinéma n'ont pas du tout été rentables. Il dit, en gros, ça a été un mauvais alignement avec les attentes des clients. Les clients s'attendaient à une production s'apparentant à un film à gros budget plutôt qu'à des pilotes pour une émission de télévision. Et c'est ce que ça a été, hein. IMAX, enfin, les films IMAX, ça a juste rapporté 3,5 millions aux US. C'est rien dans tout ça. Au moins, c'est le seul qui a assumé l'échec, contrairement à Jeff Loeb ou à Jim Chory, qui eux se barrent en fait dès qu'on leur pose la question. Deadline, qui est un site US, leur avait posé des questions par rapport aux Inhumains, et ils se sont levés, ils ont pris leurs affaires, ils ont claqué la porte, et voilà. Vraiment, la série, j'ai pas aimé, mais je mets pas ça sur le compte des acteurs. Parce que les acteurs, ils ont fait avec ce qu'on leur a donné. S'il y a des mauvais budgets, s'il y a des mauvais effets spéciaux, s'il y a des mauvais décors, c'est pas de leur faute. Et à la Comic Con, il y avait Melinda Shawn, qui est donc une interprète de Medusa, merci. Et je l'ai trouvée vachement intéressante. En fait, je l'ai trouvée intéressante parce que elle avait fait des recherches sur le personnage. Elle savait d'où venait Medusa dans les comics. Elle savait en plus, au-delà de savoir qui étaient les créateurs, elle savait où est-ce qu'en était Medusa à l'heure actuelle. Elle savait que Medusa, à un moment, on lui a rasé les cheveux comme elle, ce qu'elle vit avec son personnage. Elle savait aussi que les Inhumains, ils se sont récemment battus contre les X-Men. Rien que pour ça, pour moi, elle a vraiment fait ses devoirs et elle s'est pas juste limitée à lire 1 ou 2 comics qu'on lui a filés. Enfin, elle s'est vraiment intéressée à son personnage et ça, rien que ça, ça me donne de la sympathie pour elle. Donc après, elle a aussi dévoilé certains fun facts du tournage, notamment la scène où dans l'épisode 2, on lui rase les cheveux. Il lui rase vraiment les cheveux, en fait, pendant le tournage. Il avait bien préparé le travail, mais il lui rase vraiment les cheveux. Donc après, oui, ils ont dû retourner plusieurs fois la scène, donc il y a eu l'ajout de faux cheveux à un moment, mais voilà, elle se fait vraiment raser les cheveux à ce moment-là. Concernant le crossover avec Agent of S.H.I.E.L.D., elle a dit qu'elle aimerait bien le faire, mais que c'était pas du tout confirmé. Ce qui fait un peu une marche arrière avec ce qui avait été prévu à un moment tout le monde avait dit si, il y aura bien un crossover. En fait, non. Ça aurait juste été logique, finalement. Oui, parce que ABC a les deux séries, donc ça aurait été logique. Mais non, on n'en est pas là. Et après, elle a dévoilé un truc concernant les auditions. Donc, moi, que je savais déjà, oui, Marvel Télévision et Marvel Cinéma
Ils sont très très secrets quand ils font des auditions, quand ils passent les castings. En gros, ils envoient 3 pages de dialogue aux acteurs avec des descriptions de personnages, mais ils disent pas c'est quoi le projet, ils disent pas quel est le vrai nom du personnage, et d'une certaine manière aussi, ils cachent qu'ils sont Marvel. Et les acteurs donc se retrouvent à jouer des pages. Donc elle se retrouve, donc elle a ces 3 pages de dialogue où on lui dit que son personnage donc Margie fait face à un homme mais qui ne parle pas du tout, donc c'est finalement un monologue. Donc elle se dit non, c'est un peu bizarre, peut-être que le mec en face il est sourd ou il est muet, machin. Donc elle sait pas que c'est Marvel. Et à la fin, donc Jeff Lobb, qu'elle n'avait pas reconnu, lui demande de dire est-ce que tu peux dire I'm your queen. Donc elle le dit, elle dit je sais pas qui est Margie, mais ça a l'air d'être quand même un personnage assez cool. Et après, son agent lui dit ah, bonne nouvelle, tu as été prise pour faire la série Inhumain de Marvel. Il dit, ah, c'est cool, quand est-ce que je passe les castings? Il dit, mais non, tu as déjà passé les castings. Mardi, et bah, c'est Medusa. Elle fait, ah, trop bien. Il y a un autre truc qui était assez drôle, c'est que elle avait déjà passé un casting pour Marvel sans le savoir. Et là, c'était pour Marvel Cinéma. En voyant Les Gardiens de la Galaxie 1, elle s'est rendue compte qu'une des scènes de Nebula, et ben c'était une des scènes qu'elle avait passées pour un casting. Donc elle n'a pas été prise pour Nebula, c'est pas très grave, parce que je suis assez fan de Karen Gillan, mais on va quand même noter que les 2 personnages sont chauves. Donc Marvel voulait vraiment lui raser les cheveux, donc c'est assez cool. On va pas plus s'éterniser avec Inhumain, et on va vous le dire tout de suite, Inhumain n'aura pas d'épisode de MCU Talk dédié. Donc, comme les 8 épisodes sont finis... Non, je suis pas allé au bout, donc je ne me permettrai pas d'émettre un avis sur tout un podcast avec seulement 3 épisodes, ce serait malhonnête. Voilà, et j'ai pas spécialement envie de te contraindre à regarder le reste. Mais vous avez été plusieurs à aller jusqu'au bout d'Inhumain, donc rien que pour ça, vous méritez une médaille comme moi. Et vous avez exprimé votre avis, donc on est sur un c'était pas mal, suivi d'un qu'on me rende les 8 heures de ma vie, et j'ai pas envie de regarder. Donc vraiment, en 3 choix, qui sont plus ou moins équivalents en termes de vote, et ben on a vraiment toute la palette. Mais bon, c'est quand même une palette à peu près négative. Sur les personnages préférés... Ça montre que t'es quand même pas juste une hater et qu'il y a d'autres gens qui te rejoignent sur le fait qu'ils ont pas aimé Inhumain. Et qui ont pas envie de regarder, là ça te rejoint un peu toi. Sur les personnages que vous avez préférés, on a ça se tire un peu un trio de tête entre Lockjaw, Black Bolt et Maximus. Je trouve ça quand même beau de voter pour un chien parce que très clairement on le voit pas beaucoup, il sert un peu à rien, l'effet spéciaux est un peu dégueulasse. Je crois que c'est une réponse de troll. C'est une réponse de troll, on est d'accord. En pire personnage, c'est Medusa qui gagne. Et ouais, il n'y a rien qui justifie que c'était plus Medusa qu'autre chose. Moi, je me souviens que j'ai voté pour Maximus, parce que vraiment, il m'a saoulé pendant tout. Elle, elle sert à rien parce qu'elle a pas ses cheveux, mais ils n'avaient pas la thune pour faire les effets spéciaux de ses cheveux, donc voilà. C'est vrai, la saison 1 se finit, l'intrigue se finit, ça peut laisser supposer une saison 2, mais il n'y a pas un gros cliffhanger qui nous dit « Ah, il nous laisse sur un truc ». Donc, est-ce que vous voulez une saison 2? Eh ben, la majorité l'a voté pour un non. Voilà. Eh ben, c'était cool d'avoir vu Inhumain. Oh non, plus jamais les gars, plus jamais. Mais à la limite de ce que j'en ai vu, moi je le classe quand même dans les échecs sympathiques. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui s'est prétendu non plus délirant, génialissime, oufissime. Où là, ça a plus tendance à m'énerver. Alors que là, bon... Non, mais c'est une série que tu commences parce que tu te dis pourquoi pas, et puis t'arrêtes en cours de route. Scream Queen, ça s'annonçait plutôt bien. J'ai pas dépassé les 3 épisodes. Parce qu'au bout d'un moment, ça allait tourner en rond et que j'ai mon temps à donner à d'autres séries. Donc, après avoir dit du mal d'Inhumain et d'avoir souffert pendant 8 épisodes, j'ai envie de profiter pleinement des 10 épisodes de Runaways qui sortent le 21 novembre et qui seront tous disponibles sur Hulu. C'est cool, mais en fait chez nous c'est un peu chiant parce que Hulu n'a pas de diffusion en dehors des États-Unis et il n'y a pas d'annonce pour une diffusion mondiale de Runaways. Donc bonjour. Et qu'allons-nous faire? On attend une diffusion sur W9? Bonjour oui, illégal. Parce que le téléchargement illégal c'est mal. Je vais sûrement craquer aussi parce que j'attends beaucoup de cette série. Enfin, j'attends beaucoup. Je pas un chef-d'œuvre non plus, mais une série qui va pour moi apporter quelque chose de nouveau dans l'univers Marvel, et rien que pour ça,
Ça m'intéresse pas mal. Si ça apporte autant de nouveaux que les comics quand les comics étaient sortis, moi ça me va. Rendez-vous donc le 21 novembre pour le visionnage du premier épisode. On passe maintenant côté cinéma. On a fait le tour des séries. On a vu le trailer de New Mutants dont vous avez rapidement parlé au dernier podcast. Ben, clairement, on a là un trailer qui nous change aussi de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'univers Marvel au sens large. Un trailer, si vous l'avez vu, clairement film d'horreur. Ça fait peur. Avec un petit Pink Floyd en fond sonore. Moi qui vous ai fait un petit dossier trailer et musique de rock, ça m'a fait plaisir. Bref, on a un truc différent. Et je sais pas, je suis pas hypé non plus en disant que ça va être ouf, mais c'est différent donc ça m'intéresse. Donc là, normalement, on est censé vous parler de Dark Phoenix, genre dire que le tournage est fini. Et ben voilà, on vous donne l'information et ça sera la dernière fois qu'on vous parlera d'X-Men Dark Phoenix. Parce que pour des raisons personnelles, j'ai décidé de boycotter tous les films qui ont, soit au casting, soit à la production, soit à la réalisation, des hommes qui sont suspectés d'harcèlement sexuel ou pire. Et c'est le cas avec X-Men Dark Phoenix, notamment Bryan Singer. Voilà, il n'a pas supprimé son compte Twitter récemment pour rien. Et je remercie Basile et Emily et Rémi de m'avoir soutenu dans cette démarche-là. Et donc on a tous décidé de me suivre et de ne plus parler de X-Men Dark Phoenix. C'est pas grave, parce qu'il y aura peut-être un autre projet qui est bien plus cool. C'est un projet centré sur X-23. C'est un peu ce qu'a dévoilé James Mangold, donc à qui on doit Logan, donc le film qui a mis pour la première fois X-23. Il a... Le meilleur film Wolverine également. Le meilleur film, oui, j'ai pas vu le 2, mais je te crois allègrement. Il a dévoilé, travaillé avec Greg Kyle, à qui on doit l'histoire de Thor Ragnarok, donc le film, et également à qui on doit le comics X-23 Target X, donc vraiment il connaît le personnage de Laura. Et ben ils sont en train de faire un spin-off centré sur X-23. C'est cool, donc peut-être que ça sera l'un des films de la Fox prévu pour 2019 ou 2020. On passe dans le gros morceau des news, comme à chaque fois, bien sûr, le MCU. On a encore des infos sur Avengers Infinity War. On n'a pas de trailer, mais on a des infos. Le trailer. Effectivement, IMDb a ajouté un nouveau nom au casting, celui de Tiffany Espensen. Je vais probablement écorché, mais vous me pardonnerez, et puis c'est habituel. Donc elle vient de Spider-Man Homecoming. Elle ne vous dit rien, c'est normal, c'est un personnage qui ne parle pas dans Spider-Man Homecoming. Mais elle est créditée en tant que Cindy. Du coup, les amateurs de l'univers de Spider-Man vont dire « Tiens, Cindy Moon ?» Eh bien peut-être, en tout cas, espérons-le, ce serait plutôt sympa. Oui, donc pour les non-lecteurs de comics et les non-fans de Spider-Man, très rapidement, Cindy Moon est un personnage récent, mais qui a un historique très ancien en fait dans l'univers Spider-Man. Ils ont remonté un petit peu son histoire. En gros, elle a les mêmes pouvoirs que Peter Parker et elle les a acquis plus ou moins en même temps. Sauf que son personnage s'est fait mettre dans un bunker. Et à un moment ou un autre, Spider-Man la découvre et la sort de son bunker. Donc voilà, en fait, c'est pas pour rien, c'est pas genre une meuf lambda, ça serait une meuf lambda, mais avec des pouvoirs de l'araignée. Après Avengers 3, on parle d'Avengers 4. Le trailer. Là aussi, on a gratté un peu des infos chez IMDb, qui a également grossi la fiche casting en incluant Ty Simpkins. Donc Ty Simpkins, eh bien, c'est le petit garçon qui aide Tony dans Iron Man 3. Petit garçon qui, ma foi, était sympathique. Moi, j'avais bien aimé ce petit passage dans Iron Man 3 qui montrait un peu les faiblesses de Tony Stark, etc. C'était un des bons points du film. Voilà, il sera plus un petit garçon. Il aura grandi forcément. Alors, est-ce que c'est lié à la scène de l'enterrement dont on entend beaucoup parler dans les rumeurs, dans les fils de discussion, etc. Est-ce que du coup c'est un enterrement de Tony Stark? Est-ce que il vient pour un enterrement d'un autre personnage? Bref, le mystère reste entier. Sachez que Ty Simpkins sera par contre au casting d'Avengers 4. Le trailer, non. On a également vu quelques photos de Thor et Loki dans leur tenue de Avengers 1. Un point un peu surprenant parce que si vous avez vu Thor Ragnarok, les tenues ont quand même pas mal évolué. On a également vu Tony Stark dans un treillis militaire et portant son t-shirt de Black Sabbath qu'il porte dans Avengers 1. Du coup, il y a beaucoup de points communs avec Avengers 1 dans ces apparitions. On a appris également
Là, c'est des rumeurs que Crossbones et Quicksilver auraient été vus sur le tournage. Quel est ce lien avec Avengers 1 qui semble très présent? Le lien, alors, est-ce que c'est un flashback ou est-ce que c'est une réécriture de la timeline? C'est le moment des théories. Alors, Jingle théorie. Les petites théories, les théories de Paula, les théories qu'on aime bien, même si on sait pas toujours si ça va être ça. Très clairement, je crois que jusqu'à présent, aucune de nos théories n'ont été justes, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Pour moi, c'est une réécriture de la timeline et c'est d'une certaine manière l'adaptation de House of M. Donc c'est un event qui a principalement concerné les mutants dans les comics, mais c'est pas grave, on peut en faire House of T. On remplace Magneto. En gros, dans House of M, c'est Magneto, c'est un monde alternatif créé par la sorcière rouge et ce sont les mutants qui sont à la tête de tout et c'est Magneto le roi. Et ben là, on peut se dire qu'on est aussi dans une timeline réécrite. Donc on remplace Magneto par Thanos. Donc c'est Thanos qui est à la tête de tout. En gros, il faut imaginer que son invasion alien dans Avengers 1 a réussi et il est sur le trône de la Terre. On remplace Scarlet Witch, parce que je vois mal Scarlet Witch faire en sorte que ça soit Thanos qui devienne le roi, mais la Time Stone, donc la pierre de l'infini qui concerne le temps. Et il faut savoir que dans le comics House of M, tout le monde donc, pense que cette réalité est réelle, sauf un personnage, Wolverine. C'est le seul à quand il se réveille, il dit « je suis pas dans la bonne réalité », donc après il va pour réveiller tout le monde. Et ben imaginons que le personnage qui permet de faire ça, c'est Captain Marvel. Parce que dans les déclarations de Kevin Feige, il le disait assez régulièrement, Captain Marvel est le personnage le plus puissant de l'univers. C'est aussi le cas dans House of M. Captain Marvel est un peu le personnage le plus puissant et celui qui arrive à réunir humains et mutants. Et en plus de ça, Kevin Feige a aussi dévoilé que même si Captain Marvel se place entre Avengers 3 et Avengers 4, on continuera dans Avengers 4 de explorer les origin stories de Captain Marvel. Donc on a House of M. Sinon après, il y a les autres qui pensent que c'est juste des flashbacks et en fait, donc les autres c'est Coucou Aurélien et en gros ça serait des flashbacks et pas une réécriture complète de la timeline, mais c'est des flashbacks où on va découvrir que certains des Avengers, mais en fait ne sont pas des Avengers, mais ce sont des Skrulls. Comme ça, on suit le film Captain Marvel qui sort juste avant. On sait qu'il va y avoir des Skrulls. Parce qu'on sait qu'il va y avoir des Skrulls, et ça nous donne, dans ce cas-là, une adaptation de Secret Invasion. C'est vrai parce qu'on a très longtemps parlé de Secret Invasion pour Avengers 4, ça a très longtemps fait partie de nos théories, mais là, je sais pas, ces images du tournage, moi j'ai envie de voir House of T. Du coup, c'est au moment où on va lâcher la théorie que ça va être ça, et du coup, on va avoir les boules. Et on va avoir les boules. Mais c'est pas grave, je pourrais redire, ouais, mais si vous vous souvenez de mon article datant de machin, je parlais déjà de Secret Invasion. Donc voilà. Réponse en 2019, 20, je sais plus, dans beaucoup trop longtemps. Autre film du MCU, mais lui beaucoup plus proche, Black Panther arrive dans quelques mois. Et lui, au moins, on a vu son trailer. Et oui! Et alors, franchement, il faut dire qu'on a apprécié ce trailer. Alors, pourquoi? Déjà, pour le nouvel univers. C'est vrai que moi, j'ai tendance à beaucoup aimer, maintenant qu'on a eu quand même un paquet de films Marvel, de voir des nouveaux univers. Et là, le Wakanda est quand même très très beau. Je trouve qu'il a ce côté mélange ethnique et futuriste qui est vraiment réussi. Et ça, c'est un premier point. Autre point cool, on n'a pas le scénario qui a été entièrement dévoilé dans le trailer. On se doute que Michael B. Jordan est un traître du Wakanda vu qu'il s'allie avec Klo, mais on n'en sait pas plus. Non, et on peut pas se dire on va remonter les scènes du trailer dans un sens pour nous donner le film. Non, vraiment on n'en sait rien. Et puis pour vraiment prouver que le travail fait sur Black Panther est vraiment très très bon, je vous invite à aller voir ce que a fait le musée du Quai Branly, le musée dédié aux arts primitifs qu'on a à Paris, et ils ont décrypté le trailer de Black Panther et à quasiment chaque scène du trailer, il y a en face les tenues réelles, les armes réelles. Donc, voilà, les références ethniques qui ont inspiré a priori la direction artistique sont validées par le musée du Quai Branly et rien que pour ça, chapeau bas pour Black Panther. Si on reparlait un petit peu de Captain Marvel,
Kevin Feige a vaguement répondu à la question sur où se trouve Carol Danvers depuis Iron Man, parce qu'il faut rappeler que le film Captain Marvel va se passer dans les années 90, donc dans la chronologie ça se passe avant Iron Man 1. Il a répondu « Regardez vers le ciel ». C'est pas une réponse, ça. Je veux en savoir plus. Aussi, concernant le casting, donc on sait... Peut-être qu'il lève juste les yeux au ciel parce qu'il en a ras le cul d'avoir tout le temps la question. Pardon, je sors. Tu sautes par la fenêtre. Pas de news concernant le casting officiel, on a juste des noms pour la partie technique. Donc on aurait Andy Nicholson, qui a été le décorateur des films Jurassic World et Gravity, et pour lequel il a une nomination aux Oscars. Il pourrait être rejoint aussi par Christopher Townsend. Donc là, c'est un vieux de la vieille pour le MCU, parce que c'est la 3e fois qu'il serait le superviseur des effets spéciaux, après Avengers, Age of Ultron et Gardiens de la Galaxie Volume 2. Et au poste de chef costumière, on a Sandra Milkovich-Hayes. Et en gros, elle sait à peu près de quoi on parle, parce qu'elle a déjà travaillé sur Blade et sur Star Trek Beyond. Donc le côté super-héros et alien futuriste, elle connaît. Du coup, elle sait maquiller Idris Elba, même si elle l'a un peu massacré dans Star Trek Beyond. Il y a Idris Elba dans Star Trek Beyond ? Le grand méchant, c'est Idris Elba. Mais il est sous une couche de grand maquillage. Ah mais oui, c'est vrai. Et du coup, ça ne sert à rien. Du coup, ça ne sert à rien. J'avais bien aimé Star Trek Beyond, sauf le méchant. J'avais trouvé ça beau, je crois. Mais je me souviens pas trop. Toujours concernant Captain Marvel, on a eu une petite rumeur casting. Ben Mendelsohn, que vous avez probablement vu dans le dernier Star Wars, rejoindrait peut-être l'aventure. Il avait pour moi bien joué son rôle de méchant dans Rogue One. Donc du coup, je me dis, s'il doit jouer un méchant Skrull, et ben je trouve que c'est une bonne idée. Sa petite tête de gars de connard. J'allais dire de gars un peu rigide pourrait bien porter, on va dire, le masque d'un Skrull qui n'est pas qui il prétend être. Ouais. À voir. En tout cas, Disney, ils font des contrats avec toujours les mêmes personnages. Hein. Un acteur se retrouve de plus en plus soit dans une franchise Disney, soit dans une franchise Marvel, soit chez Star Wars. Et on termine avec 2 infos rapides dans l'univers de Spider-Man chez Sony. Vous l'avez peut-être vu, une photo de Tom Hardy a été postée pour annoncer le 24 octobre le début du tournage de Venom. En tout cas, moi je trouve que Tom Hardy en Venom, ça peut être assez cool. J'ai pas plus de trucs comme ça, mais en tout cas, la première info qu'on a, elle me plaît. Et une petite rumeur toute rapide, toute jeune, toute fraîche, toute pleine d'innocence est sortie. Ce serait la rumeur d'un film sur Morbius. Morbius, pour les gens qui ne suivent pas forcément l'univers Spider-Man dans les comics, c'est un vampire. Un vampire qu'on a d'ailleurs pas mal vu dans les dessins animés. Je me souviens quand j'étais gamin, il était assez présent. Il faisait peur. Il était assez effrayant, mais adapté à un vampire dans un monde contemporain, on sait que c'est toujours délicat. Twilight, ça a très bien fonctionné. les films Blade ne sont pas tous des réussites. Bon, faut dire que Dominique Purcell pour Dracula, c'est un drôle de choix, mais je m'égare. Donc, Morbius serait peut-être dans un film Sony, et le projet serait peut-être confié à Burke Sherkless et Matt Sazana, qui ont bossé sur le dernier film Power Rangers. Et là, non. Le caca, c'est pas bien. Le caca, c'est délicieux. Voilà, je ne comprends pas comment des gens qui ont fait Power Rangers ont encore le droit de faire des films. Voilà, sur cette petite touche rigolote, nous avons fini les news et nous allons pouvoir passer à notre sujet principal, notre avis sur Thor 3 Ragnarok. So much has happened since I last saw you. I lost my hammer, like yesterday, so that's still pretty fresh. And then I went on a journey of self-discovery, where I met you. Bon, je te propose que pour Thor Ragnarok, je commence.
en disant que c'était tout pété. Et après tu geekeras, ça te va? Allons-y, c'est parti. C'était tout pété. Non, c'était un petit peu tout pété parce que il y a trop d'humour. Et je vais pas dire il y a trop d'humour parce que c'est un film Marvel et que oui, l'humour est là. C'est juste que l'humour de Taika Waititi n'est pas le mien. Donc j'ai eu énormément de mal à rentrer dans le film. Et quand dès les premières scènes on voit Thor qui coupe la parole à Suture parce que oui, une chaîne ça tourne et donc il l'entend plus, et moi ça m'a énormément gêné. Toute la salle a beaucoup ri, surtout Cyril qui est à côté de moi et qui riait très très fort. Donc voilà, je peux pas dire que cet humour est nul, je peux juste dire que cet humour n'est pas le mien. Parce qu'après, dès qu'il y avait des blagues de référence à d'autres événements des films passés du MCU, notamment Loki qui a très très peur en voyant Hulk, là ça m'a un peu plus plu. Ou même Thor qui tente de refaire la chanson de Natasha sur Hulk, c'était drôle. Donc voilà. Malheureusement, il y a un trop d'humour qui n'est pas le mien et qui bloque un peu, qui des fois empiète un petit peu sur les grandes scènes de bataille de Thor. Donc ça m'a un petit peu dérangé. Par contre, il y a plein de choses qui sont cool et en très très vite, et vraiment moi la scène qui m'a le plus plu, c'est la scène du flashback avec les Valkyries et là, ça il n'y a pas mieux. Et le côté ultra coloré et un peu années 80 en termes de musique, je trouve que c'est pas une gardianisation du film, c'est juste une adaptation du ton de l'espace dans le MCU et qui fonctionne bien avec Thor. Voilà, ça lui enlève ce côté dieu. Ça a permis aussi à Chris Hemsworth de se détendre sur le personnage. Il le disait qu'il en avait un peu marre du côté sérieux. Ça lui a permis aussi... ça se voyait qu'il s'amusait et ça se voyait que toutes les scènes improvisées, et voilà, ça a montré aussi que Chris Hemsworth c'est un acteur intéressant et pas juste des muscles. Et puis c'est à peu près tout, parce qu'en termes de personnages, les nouveaux personnages, il n'y a pas grand chose à se mettre sous les dents, là-dedans, plutôt. Et notamment Valkyrie, où je suis très déçue, et je suis très déçue sur un propos hors film. Tessa Thompson a confirmé que Valkyrie était bi, et je suis désolée, ce n'est pas montré dans le film. Donc ça ne sert à rien de dire que le personnage est bi si ce n'est pas montré dans le film. C'est comme James Gunn, ça ne sert à rien de dire, mais ça se trouve il y a des personnages bi ou LGBTQ ou tout ce que tu veux dans le MCU, mais juste on les a pas encore exploités, et là je parle vraiment du MCU cinéma. Ça ne sert à rien de le dire parce que ce n'est pas montré, donc peut-être que un de ces personnages des gardiens, et je pense surtout à Nebula, est bi ou lesbienne, mais là à l'heure actuelle ce n'est pas montré, donc ça sert à rien de dire qu'il y a déjà ces personnages. Je trouvais que cette déclaration c'était pour se donner un côté un peu engagé qui avait pas de sens. Voilà, après on sait que Tessa Thompson est très engagée là-dedans, il paraîtrait que même elle est dans une relation, enfin bref, c'est sa vie privée, mais ça n'a pas de sens dans le cas du MCU et ça n'apporte rien de bon au MCU cinéma, parce que ce n'est pas montré. Voilà, c'était tout pour moi. Maintenant tu peux t'amuser. Effectivement, alors je vais essayer de rendre mon monologue un peu construit et pas trop pénible. J'ai commencé par le premier point qui est humour dont t'as parlé, Paula. Moi, c'est un humour qui m'a fait beaucoup rire. T'as pas rigolé une seule fois pendant le film, je pensais que tu t'ennuyais. Et en plus, c'était cool, j'ai pu dormir. Non, j'ai trouvé ça très génial, mais il faut savoir qu'au cinéma, je ris régulièrement intérieurement. Même dans la vie, je passe pour un personnage triste, mais en fait, j'aime la vie, je danse la vie. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. J'ai trouvé qu'il y avait un côté très absurde, proche un peu de l'humour british, si on prend la science-fiction de l'adaptation de Douglas Adams, H2G2, voilà, il y a un côté, un moment qui a pas de sens, qui moi m'a fait du bien parce que même s'il y a toujours de l'humour dans l'univers Marvel, là ils se sont lâchés, ils ont proposé autre chose et pour le 16e film du MCU, moi j'étais content de voir autre chose. Je suis rentré aussi dans l'humour parce que je suis pas particulièrement attaché au personnage de Thor. Je pense que des gens qui aiment beaucoup Thor seront peut-être un peu agacés de voir ce côté clown, ce qui n'est pas effectivement dans les comics. Et puis ça va en tout pas cas, dans avec ce que je connais, c'est pas un clown. Et ça va pas avec le côté je suis un dieu nordique. Voilà, effectivement. Donc du coup, moi ça m'a fait rire parce que je suis suffisamment distant, on va dire, de ce personnage, donc
Donc voilà, pour moi ça marchait. Pour continuer à réagir sur ce que tu disais, Paula, la scène des Valkyries, elle est magnifique. Pour moi, on a un tableau romantique. Ils auraient balancé Wagner dessus, ça m'aurait pas choqué, j'aurais pas dit que c'était too much. C'était tellement belle cette scène. Il y a un flashback qui est assez ouf. Mais elle a un côté par contre un peu complètement déconnecté du reste. Donc ça n'empêche pas qu'elle est très belle et comme c'est un flashback, c'est pas trop gênant qu'elle soit totalement déconnectée du reste, mais quand même. Pourtant le reste de cette direction artistique du film, là aussi pour moi c'est quelque chose de parfaitement maîtrisé. Je trouve qu'il y a à la fois une belle référence à l'univers des comics et à la fois beaucoup de références, enfin d'influence à la pop culture. Alors évidemment, ce qui ressort le plus, c'est dans le style des bâtiments. Pour moi, il y a vraiment un côté Kirby dedans, notamment avec les ronds et les bâtons. Enfin, Kirby, pour moi, il faisait vraiment un truc comme ça avec des ronds et des bâtons, si on caricature un peu. Moi qui ai beaucoup lu de BD franco-belge, oui, je suis un franco-belgiste avant d'être un lecteur de comics. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai retrouvé aussi Moebius et tout ce qu'il y a chez les humanoïdes associés, chez Jodorowsky, enfin voilà, tous ces gens-là. Si vous avez lu le cycle de Sian, voilà, il y a un truc à un moment qui est hyper chouette pour les gens qui peut-être lisent moins de comics mais ont lu aussi cette période de la BD française, c'est qu'on y retrouve vraiment plein de choses. Et ensuite, forcément, on peut extrapoler en allant aussi du côté de l'univers de Métal Hurlant, où là aussi, voilà, il y a ce côté il y a un côté très science-fiction 70s. Moi, j'y ai aussi vu un peu du Flash Gordon, des choses comme ça, un peu kitschouille. C'est pas forcément des références directes, je peux pas vous dire c'est telle scène qui m'a fait penser à ça, mais j'ai vu là-dedans des trucs très chouettes. Pour moi, il y a du Tron aussi quand il est dans attaché à son siège, qui lui fait tout un speech sur le grand maître, j'ai oublié son nom. Le Grand Master. Le Grand Master, oui, donc non, le Grand Maître. C'était bien le Grand Maître. Ça, c'était cool. Voilà, il y a les moments, après, tout d'un coup, tu suis Idris Elba et tu as un côté très Lord of the Ring, très Seigneur des Anneaux dans l'esprit, c'est sympa. Notamment la porte. Aussi. La porte ouais, qui m'a fait penser à la porte dans c'est tellement la porte de la Moria. Moria, voilà. T'as envie de dire ami et entrer. Mais voilà, après il y a des côtés, voilà, il y a des côtés un peu Dune, il y a des côtés un peu il y a un côté Rambo qui m'a fait rire aussi avec les deux mitraillettes de Scrooge. Ouais, mais ça c'est une case dans les comics. Mais oui, mais c'est ça. Mais moi, du coup, j'ai eu ce côté. Enfin, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un espèce de voilà. La liste, elle est très personnelle et à nouveau, je peux pas. C'est des ressentis, c'est pas forcément des références directes. Mais j'ai trouvé ce côté. On colle plein de trucs dedans. On fait un espèce de bouillon de culture, de pop culture que j'ai trouvé très sympathique. Mais en tout cas, c'est ce qu'avait l'air d'être Taika Waititi. Quand on le voit, on voit que c'est j'ai envie de dire un gamin, même si c'est un adulte, mais c'est un gamin de la pop culture qui a ingurgité plein de séries Z et plein de références ultra cheloues, et il en fait pas des hommages appuyés, mais il régurgite tout ce qu'il a appris, comme d'une certaine manière c'est ce que a fait Quentin Tarantino avec tout ce qu'il a appris, et aussi James Gunn. Après, lui, il a des références qui sont parfois beaucoup plus appuyées, notamment Pac-Man dans Gardien 2. Il les met clairement, c'est transparent. Mais voilà, c'est un peu cette génération de réalisateurs qui fait des montages de bric et de broc de ce qu'ils les ont appris et qui te regurgitent ça à leur sauce. Voilà, tout le bestiaire des extraterrestres est assez sympa aussi. Alors après, je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui disent c'est pas avec Thor qu'il fallait faire ça. Enfin, je peux le comprendre, voilà, selon l'attachement, effectivement, et l'importance que tu attaches à la partie dieu nordique. C'est-à-dire que tu as des gens pour qui c'est un dieu nordique avant d'être un extraterrestre, etc. En fait, c'est plutôt le côté Ragnarok qui, normalement, est censé être vraiment la fin de tout, et c'est censé être ultra dramatique, et c'est aussi comme ça qu'on avait envisagé le film, quand, après Avengers Age of Ultron, il dit qu'il va partir à la recherche des pierres de l'infini. On dit, ok, c'est beau. C'est le film où on va voir toutes les dernières pierres de l'infini, on va peut-être voir Thanos, on va voir du vrai dramatique pour nous emmener à Avengers 3. Tout ça, on l'a pas. Alors,
c'est chiant parce que bah ça a détruit toutes nos théories. Je veux croire à mes théories de House of T, donc laisse-moi tranquille. Mais en même temps, c'était tellement bien parce que vraiment cette année 2017, on n'a rien eu en lien avec Avengers 3. Les Gardiens, ils en ont pas parlé. Spider-Man, ils en ont pas parlé. Et Thor, où on pensait, eh ben, il en a pas parlé non plus. Donc c'est cool aussi d'avoir eu cette pause qui a été distrayante, dans tous les sens du terme, qui a été distrayante et qui était bien, qui nous a permis de voir d'autres choses. Et c'est même pas que l'absence et c'est même pas l'absence de dramatique du Ragnarok qui me dérange, c'est juste l'humour. En fait, il y a eu trop d'humour pour moi. Ben moi j'ai trouvé que tout cet humour a été bien contrebalancé parce que mine de rien, par contre, les scènes d'action sont pour moi les meilleures de Thor et sont dans les meilleures du MCU. C'est-à-dire que là, on a vraiment un Thor tout puissant qui est bien mis en avant et on a un montage qui est très très propre. On a rarement eu cette qualité de montage. Il y a alors comme c'est beaucoup de CGI, c'est plus facile aussi, mais il y a des plans larges, il y a des ralentis qui sont bien utilisés, il y a des travelling qui permettent d'éviter l'enchaînement des cuts qu'on a un peu beaucoup, qu'on a notamment particulièrement dans les Captain America, mais dans le style pris pour Captain America, c'est pas forcément gênant. Encore que au débat. En tout cas là, je trouve qu'il y a un travail sur les scènes d'action qui font que on nous offre quand même du beau spectacle. Quand il utilise la foudre, c'est quand même à chaque fois méchamment stylé, même avec son œil en moins et même avec ses blessures, tout ça. Enfin, il apparaît avec les éclairs autour de lui. Je trouve que il garde cette stature. En fait, il perd, il est déçu, non, il est déchu. Et il devient un noirci Thor, mais quand même, il reprend du poil de la bête, on va dire, et la manière dont ils arrivent à gagner le combat, euh, pour des gens, c'était triché. Moi, j'ai trouvé que ça permettait d'arrêter ce système de je me bats contre un ennemi, il me pète la gueule, je dois partir loin, je m'entraîne, je reviens et je suis plus fort et je gagne. Là, du coup, on a une construction qui est un petit peu différente, qui, voilà, plaira ou pas. Moi, j'ai trouvé que déjà on avait une construction différente et c'est vrai que voilà, au 16e film du MCU, je pense qu'à partir du moment où on m'apporte du neuf, j'apprécie l'effort, que ce soit parfait ou pas. Et puis dans les combats, il y a Immigrant 5 de Led Zeppelin, donc moi j'ai trouvé ça cool. Voilà, il y a The Wall dans le trailer. Moi, vous me mettez du rock old school et je suis content. Voilà, très bien. Non, mais voilà, il y a plein de choses qui sont très sympas. Fucking McDamon m'a fait beaucoup rire. Il servait à rien. Oui, mais moi ça m'a fait beaucoup rire. En fait, ça a permis de... Il y a eu pas mal de pieds de nez aux fans Marvel dans ce film. Ça commence par cette scène qui, justement, se moque de Thor 1. On va pas se mentir. Et le meilleur de tout, du côté foutage de gueule, c'est le gant d'Infinity. Oui, qui en fait est un faux. Et elle te balaye ça parce que c'est fichu rumeur qui traîne sur internet depuis 3 ans où on veut savoir mais comment ça se fait, pourquoi est-ce qu'il y en a deux, enfin pourquoi. Et t'as Ella qui arrive en disant copie et elle te dégage ça et t'es là, mais ils ont tout saccagé. Non, et pour le coup ça c'était vachement bien. Moi j'ai trouvé ça très drôle. Comme j'ai beaucoup aimé, c'est des petites choses quand Loki réagit au moment où Thor se fait éclater par Hulk et fait ah tu vois ce que ça fait. Voilà, ouais, j'ai trouvé Loki assez sympa, même si on sait très bien qu'il va revenir l'aider à la fin. Mais il y a un moment, il y a un truc dans le scénario, à un moment, c'est presque dit qu'il va revenir. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire, je l'avais remarqué pendant le film. Et il y a une phrase où tu dis bon ok, en fait il te dit clairement qu'il reviendra et du coup c'est rigolo. J'ai trouvé que la mort d'Odin était une chouette scène. Parce qu'il y a un côté père-fils qui est mine de rien toujours présent dans les Thor mais de manière beaucoup plus rude
habituellement, et là j'ai trouvé ça très joli. Ça m'a un peu fait penser au Roi Lion, où quand Simba, il voit Mufasa dans les étoiles. Oui, il y a un côté Le Roi Lion. il y a un côté un peu comme ça, mais moi j'ai beaucoup aimé dans Roi Lion. Voilà. Et j'ai bien aimé aussi la scène qui, moi, m'a fait penser à Star Wars, quand Loki et Thor, enfin, en gros, quand Thor balance Loki sur les gens, et il dit, on va faire cette scène-là, qui est, je sais plus comment il l'appelle, et qui Loki dit, non, je veux pas la faire, non, je veux pas la faire. Moi, ça me fait penser justement à la fameuse scène du Stormtrooper, parce que dans la série Once Upon a Time, de temps en temps, Henry, le gamin, avec Captain Crochet, il dit bon, on va faire la scène du Stormtrooper. Donc voilà, il reprend ça. Donc ça m'a un peu fait rire. Voilà, référence Star Wars, je l'ai vu le clin d'œil dans la poursuite en vaisseau, qui m'a fait penser à la poursuite de Coruscant au début de l'attaque des clones, que j'ai trouvé très chouette aussi. Avec voilà, il y a un mouvement de déplacement sur les vaisseaux, etc., qui est assez chouette. J'ai trouvé que Mark Ruffalo faisait bien son taf aussi. En amenant un Banner complètement paumé. Moi j'ai trouvé que c'était aussi, on le voit pas beaucoup Bruce Banner, mais on le voit différemment. Et puis après quand il s'éclate sur le Frostbite, ça... Mais c'était prévisible, on savait qu'il allait s'éclater. Oui, mais la manière dont il s'éclate comme en pantin désarticulé, ça m'a fait rire. Mais tu vois, ça m'a saoulé. Le ballon qui rebondit sur la fenêtre aussi, on savait qu'il allait rebondir. Oui, mais moi c'est un humour absurde qui me plaît beaucoup. Oui. Je suis un grand fan de cet humour-là, donc j'ai eu aucun problème. Et dernier point, on savait que Doctor Strange allait être là, et même si on le voit très rapidement, c'est vachement bien. C'est hyper bien parce que je trouve qu'on appréhende beaucoup l'étendue des pouvoirs qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire que simplement en rendant Thor complètement paumé, ça montre que, parce que même si à la fin de Doctor Strange, il gagne, mais par une ruse, on va dire. Enfin, il fait un défi à Dormammu. Là, on voit que le gars, ça y est, il a ses pouvoirs, téléportation, changement de monde, etc. Et que même il donne le vertige à tout le monde, à Loki, à Thor, à nous au passage aussi. Hein. Enfin, c'est... Oui, et effectivement, perturber Loki, qui était jusque-là quand même le plus grand des illusionnistes, un peu dans le MCU. Parce qu'il était quand même au-dessus de ce qu'on avait vu de Strange et au-dessus de ce qu'on avait vu de Scarlet Witch. Ah non, il était au-dessus, enfin c'était le plus grand magicien qu'on avait vu. Et ben là, je trouve que c'est intéressant pour la suite, c'est-à-dire que on dit, ok, regardez maintenant, Strange c'est ça, et il pèse dans le game. Ouais. Il vaut plus de $10. Il vaut plus de $10 quand on constitue son équipe d'Avengers. En tout cas, c'est un peu un pari gagnant pour Marvel, pour Chris Hemsworth et pour Taika Waititi, parce que je crois qu'en France, ça fait quoi? Il est sorti quand? Fin octobre, ça fait 2 semaines qu'il est sorti aux US. Et bref, c'est déjà plus de 650 millions au box-office qui ont fait le meilleur résultat du box-office. Thor 1, c'était 440. Et Thor 2, c'était 600 et quelques, si je dis pas trop de bêtises. Mais là, en tout cas, on est au-dessus. Donc, ça peut être compris de différentes manières. Quasiment tous les films ont augmenté. Et Thor toujours été la franchise en dessous, mais c'est pas grave, tous les films au box-office ont toujours augmenté. Et puis là, on est vers Avengers 3, et tout le monde n'attend que Avengers 3, donc... Mais vu le timing qu'il y a eu entre Thor 2 et Thor 3, c'était pas gagné d'avance. Non, parce qu'il y a eu beaucoup de temps. Et peut-être que les gens n'avaient pas forcément... n'étaient pas en manque de Thor, par rapport à des Captain America, par exemple, qui se sont beaucoup plus enchaînés. Et puis même à la fin d'Avengers 2, où on imaginait ce que pouvait être Thor 3. En tout cas, je dirais que dans l'ensemble, là, ce qu'on a eu en termes de galactique avec les Gardiens et avec Thor, montre que c'est un univers qui plaît aux gens et qui permet d'amener un peu autre chose de neuf, et c'est une piste intéressante d'amener des nouveaux univers. Oui. Pas forcément de rester dans le galactique, mais d'amener des nouveaux univers. La magie peut être un bon univers. J'ai quand même un peu peur que le ton galactique, donc drôle, soit appliqué à Captain Marvel. Mais on n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore, mais en tout cas, c'est galactique ou pas, mais amener de la nouveauté, je pense qu'aujourd'hui le public l'attend parce que, comme je le disais, on a quand même déjà 16 films de sortie, et même si on aime les héros, même si on aime le MCU,
on apprécie quand même d'avoir de temps en temps un peu Ant-Man un peu and de the Wasp, renouvellement. ça peut être ça, hein, avec le Quantum Realm qui est un peu plus exploité, vu qu'on sait qu'il va y avoir la première Wasp avec Michelle Pfeiffer. Ça peut Black être Panther aussi dans une certaine mesure avec Black Wakanda. Panther. Oui, parce qu'on est sur Terre, mais on est sur Terre différente. Voilà, donc en tout cas, si on regarde les chiffres, le pari est gagné. Si on regarde, on va dire, la qualité de la réalisation, même si toi t'as moins aimé, la réalisation elle est quand même dans le haut de la pile. Après, Je viens de faire une grimace, c'est pour ça. après, voilà, l'écriture, l'humour, c'est clairement ce qui va diviser le plus sur ce film. Oui. Et alors, comme toujours, on vous a demandé, et vous, qu'en avez-vous pensé? Alors vous êtes quand même 57% à avoir passé un excellent moment, 21% à dire qu'il y a des moments chouettes, et 8% à dire ça se regarde mais c'est quand même très long. Donc dans la majorité vous avez quand même beaucoup aimé. Oui. Même moi qui est pas, ça fait pas partie de mes films préférés, j'ai quand même dit il y a des moments chouettes. Enfin, tu peux pas dire que Oui, c'est... ce serait du mauvais esprit de dire Ouais, voilà. c'est un échec total, c'est Suicide Squad ou c'est... On en Non, reparlera pardon, c'était pas un d'ici que je voulais citer, mais c'est le premier qui est venu en tête. On en reparlera Je voulais pas après faire le mec de qui parle. Suicide Squad, tu vas voir. Du coup, quand on continue le petit quiz, le personnage préféré est Thor pour 35% d'entre vous, suivi de Hulk, suivi de Loki. C'est en fait les 3 personnages qu'on connaît le plus et qui sont le mieux mis en avant. Je suis désolée, Valkyrie qui est un nouveau personnage, on sait pas grand chose d'elle, et là non plus. C'est d'ailleurs pour ça Ella se retrouve quand même dans les 3 personnages les plus détestés, donc c'est pas la première. Le premier, et là je suis ravie, c'est Scrooge. Ce personnage est nul à chier. Il est nul à chier, mais il m'a saoulé pendant tout le film, il ne servait à rien. Il sert à rien, à part à passer le balai. Bref. Ah oui, non mais... Je crois que j'ai jamais eu autant un personnage qui m'a saoulé dans un film du MCU. Effectivement, c'est d'abord le mec vantard, après c'est le laquais, et ça après, finit par être un héros, bref. Un héros sans en être vraiment un. Toutes ces apparitions étaient j'avais envie de le buter à chacune de ces apparitions. Bah oui, je pense qu'on en était tous là. C'est dommage parce que Karl Urban, c'est un acteur que j'aime bien. Oui, mais c'est pas grave. Et là, il a pas eu de chance. Mais pour moi, son meilleur rôle dans les comics, ça restera le remake de Judge Dredd. D'accord. Voilà, je vous invite à regarder ce film qui n'est pas sorti au cinéma. Regardez Dredd, c'est trop bien. D'accord. Il y a des mecs avec des gros flingues. Je vais pas finir sur les classements Pardon. des gens. Et donc, si on vous demande votre avis dans les classements parmi les 3 Thor, où placez-vous Thor Ragnarok, vous êtes 74% à le mettre en première position. Ouais, donc en fait, c'est le film préféré, quoi. Et moi, je vous rejoins totalement sur ça. Déjà, rien que pour la direction artistique, j'avais beaucoup d'espoir dans Thor Dark World sur les différents mondes qu'on pouvait voir, ça m'avait beaucoup déçu. Et là, j'en ai eu pour l'argent de mes yeux. Oui. Oui, ça n'a aucun sens, et alors? C'est pas grave. Et ben, c'est tout pour Thor. Et si vous voulez parler encore plus de Thor, on vous invite à aller sur le site, parce qu'on a fait 3 dossiers sur l'évolution de Thor au sein du MCU, puisque même si les films sont aimés ou pas aimés, on remarque quand même que le traitement de Thor, c'est celui qui a le plus évolué entre les films au sein du MCU, donc on vous invite à aller les lire. Comme Emily n'est pas là aujourd'hui, c'est pour ça que vous n'avez pas entendu sa douce voix, et ben on n'a personne pour lire les questions, donc on va devoir le faire nous-mêmes. La première question nous est posée par Jean Gloctier, qui nous demande comment pensez-vous que Adam Warlock va être intégré dans le MCU, parce qu'il ne faut pas l'oublier, à la fin de Guardians of the Galaxy 2, celui-là. Eh ben, je pense qu'on s'en fiche de Adam Warlock pour le moment, parce qu'on n'en entendra pas parler avant Guardians of the Galaxy volume 3. Donc non, on va pas le voir ni dans Avengers 3, ni dans Avengers 4, même si Adam Warlock est normalement très important dans l'histoire de Thanos dans les comics. Voilà, je suis assez d'accord avec Paula, je pense que vu qu'ils sont déjà finis les tournages, qu'on n'a rien vu du tout, à moins qu'ils aient vraiment été très forts, mais je pense que
ce serait compliqué de l'intégrer On connaît dans pas le la personnage. fresque qu'on attend de Avengers, qui va devoir quand même aller très vite à mon avis. Je pense aussi qu'il faudra attendre Gardien de la Galaxie 3. Ouais. Et puis pour les fans qui ont lu les comics, je pense que le Adam Warlock du MCU, c'est Vision. Donc on n'a pas besoin d'Adam Warlock en soi. Lucas qui nous a demandé possible Doctor Strange 2. Mais oui, tout est possible, Lucas. Mais pas pour le moment. Parce qu'on a beaucoup trop de films. Donc après Avengers 4. De toute façon, on ne sait pas ce que va être la phase 4. On l'a toujours pas annoncé. Enfin, nous, non, mais Kevin Feige n'a toujours rien annoncé. Donc je pense que oui, on aura un Doctor Strange 2. Ça me semble pas... En tout cas, comme on le disait, nous on a bien envie que le monde magique soit creusé, donc on est pour. Oui. Sur le principe. Captain Raziel nous a posé une question des plus pertinentes, qui est: sur une échelle de Suicide Squad à Batman et Robin, situer le malaise causé par Inhumans. Et donc moi je dis, il est au level Bat Nipples. Voilà. Les amateurs de Batman et Robin et de combinaisons moulantes reconnaîtront la référence. Donc là, moi, c'est le moment où tu vas me taper parce que j'ai plutôt bien aimé Suicide Squad. Je l'ai trouvé distrayant. Voilà. Et Batman et Robin, c'est pas le film où il y a Batgirl? Si, tout à fait. Et c'est le film contre Mr. Freeze? Oui, tout à fait. Et contre Poison Ivy. Ok, donc ce film, c'était nul. Et ben, je crois que Inhumain, c'est encore plus nul que Batman et Robin. Très bien. Voilà. D'ailleurs, on va continuer à parler d'Inhumain avec la question de Constant qui nous demande: selon vous, la série Inhumain va être effacée du MCU pour faire un film Inhumain comme prévu initialement? J'aimerais tellement, mais ça serait un aveu de faiblesse de la part de Marvel Télé et de Marvel Studios. Et c'est pas trop quelque chose qu'ils font jusqu'à présent, donc j'y crois pas. Moi, si on devait revoir les personnages de la série Humans, je pense qu'ils arriveraient à nous les glisser dans Agents of S.H.I.E.L.D. Ce serait la porte dérobée un peu plus discrète pour faire la mécanique et réussir à remettre Medusa, Black Bolt et Co. Mais je pense vraiment que le projet de film de Inhuman qui nous avait été annoncé en 2014, lui, est définitivement mort. Là, c'est mon moment fangirl, parce que Steve, que j'ai rencontré en vrai à la Comic-Con de Paris, et ça c'était chouette de rencontrer quelqu'un avec qui je discute sur Internet, me demande: si on arrive à House of T, donc ma fameuse théorie, croyez-vous que la pirouette scénaristique pour faire revenir à la vie des personnages définitivement partis? Non, moi je pense que ils vont revenir temporairement juste pendant cette partie de Avengers 4 qui va être House of T, mais sinon non, Quicksilver va rester mort, Crossbone va rester mort et tous les autres vont aussi rester morts. Et ça va pas être une réécriture complète de la timeline, c'est juste temporaire. Je pense qu'on n'a pas intérêt à ressusciter les personnages parce que il y en a tellement des nouveaux qu'on pourrait intégrer que les laisser morts, ça laisse de la place pour de nouveaux, donc il vaut mieux pas faire une petite pirouette scénaristique, comme tu dis, Steve, pour les faire revenir. Alors, lui qui nous fait signe, pas pour une question, mais pour une réaction, il nous demande qu'est-ce qu'on pense de sa théorie. Il manque la Soulstone. Qu'on attendait dans Thor. Ouais. Il pense qu'elle pourrait être en Wakanda et permettrait à T'Challa de communiquer avec tous ses ancêtres, comme on peut le voir dans les comics. Effectivement, dans le trailer de Black Panther, il y a une scène aux couleurs assez intrigantes où T'Challa a l'air d'être dans un monde, dans un rêve, dans un monde un peu étonnant. Et Paula a fait un lien avec cette théorie-là en disant voilà, pourquoi pas au Wakanda. Moi, j'avoue que ce serait un truc assez dingue parce qu'on s'attend pas trop dans Non. Black Panther On s'y attendait pas du tout. à avoir une pierre de l'infini. Donc s'ils arrivent à nous surprendre sur ça, ce serait une bonne surprise. En fait, il manque la pierre de l'infini, donc tout menait vers Heimdall et ses yeux parce qu'il voit toutes les âmes. Et donc, ça pliait un petit peu cette histoire. Finalement, on n'a rien vu dans Thor, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai que cette idée de le voir dans Wakanda avec ce fameux arbre sur lequel il y a des panthères noires et sur lequel T'Challa va, et c'est vrai que la photographie est un peu perturbante, ça serait cool, enfin voilà. Et puis dans le pays le plus technologique de la planète, tu dis qu'il aurait pu réussir à contrôler la
Place Woolstone. Ouais. Finalement. Ce serait une bonne surprise. Ce serait une très bonne surprise. Donc à voir. Peut-être que les théories de Loïc sont plus vraies que les miennes. Réponse le 14 février 2018. Et ben on a fini. Et oui, on a fait le tour de la question et de vos questions. Oh. Donc, merci Basile d'être encore venu pour cet épisode de MCU Talk. Et merci à vous tous qui nous avez écoutés jusqu'au bout pour entendre nos phrases de conclusion. Voilà, et on se retrouve le mois prochain pour parler de Punisher. Salut Basile, salut tout le monde. Ciao tout le monde.